Voilà, face à l'urgence climatique, la Commission européenne a pris, vous le savez, les devants, en multipliant les propositions de réglementation pour transformer le secteur, donc transport routier, la filière également du véhicule industriel, des secteurs clés de nos économies, vous le savez. Et si la volonté est forte, les enjeux sont considérables, on va le voir dans un instant. Au cœur de l'action européenne, on trouve bien sûr le pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, présenté en 2019 par la présidence de la Commission européenne. Et parmi les mesures phares proposées figurent, on en a parlé cet après-midi, donc la réduction CO2 de poids lourds avec des objectifs sévères, presque inatteignables, ou encore des mesures sociales comme le paquet mobilité. On va en parler avec nos invités. Alors si les mesures proposées sont audacieuses, elles doivent encore être ajustées pour répondre surtout aux réalités économiques des différents acteurs de la filière, du véhicule industriel et du transport routier. Alors nous vous proposons donc un échange entre la Commission européenne, enfin en tout cas un invité, et les principaux acteurs de la filière. Je vous propose d'accueillir sur scène Atina Argiriou, présidente déléguée de la SIAM pour les constructeurs, Florence Dupaquier, qui est donc CEO du groupe SAMAT, mais qui est également présidente de la Commission européenne internationale de la FNTR pour les entreprises de transport, et Damien Destremo, donc, qui est président directeur général de The Preferred Group et Chéreau pour les semi-remorques. Bonjour et bienvenue. Et nous avons le plaisir de retrouver depuis Bruxelles, depuis la Commission européenne, Jean-Louis Colson, chef d'unité à la Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne. Merci beaucoup Jean-Louis, bonsoir. Merci à vous. Alors, merci de nous accorder donc un temps pour échanger, sachant que les travaux des différentes commissions, donc celle du transport, ont repris à Bruxelles, donc c'est tout récent. Jean-Louis Colson, quelles sont justement les principales priorités de la Commission européenne pour décarboner le transport routier, notamment les poids lourds? C'est-à-dire que les poids lourds également sont, pas l'une des priorités, mais en tout cas Bruxelles s'y intéresse, à la Commission européenne. Oui, absolument. Écoutez, il y a eu des mesures de prise à la fois en ce qui concerne l'offre et en ce qui concerne la demande. Sur l'offre, c'est très connu, hein, ce n'est pas la Direction générale des transports qui s'en est occupée, c'est principalement la Direction générale du climat ou la Direction générale des entreprises et du marché intérieur qui s'en sont occupées à Bruxelles. Ça a été adopté par les co-législateurs. Et c'est ce que l'on appelle les standards CO2, donc la directive sur les standards CO2 qui concerne l'ensemble des véhicules, et c'est également l'interdiction des moteurs thermiques, de la commercialisation de nouveaux moteurs thermiques à partir d'une certaine date. Ce dont la Direction générale des transports s'occupe plus directement, c'est ce que j'appellerais la demande, le côté de la demande. Alors là, vous avez eu plusieurs textes qui ont été adoptés et d'autres qui sont ou bien en projet ou bien en négociation interinstitutionnelle. Alors, parmi les textes qui ont été adoptés, il y a la directive Eurovignette, hein, cette directive qui harmonise dans une certaine mesure les péages routiers et qui favorise énormément les véhicules qui sont les plus propres et les moins émetteurs de CO2. Vous avez la directive sur les points de recharge, hein, qui existe dans le domaine routier. Et puis, vous avez deux directives qui sont actuellement en discussion. La directive poids et dimension des véhicules, hein, des camions, des autocars également, qui, je crois, sera également sujet des interventions. La directive sur la taxation de l'énergie, hein, qui est quelque chose de tout à fait différent, qui appartient à la fiscalité, mais qui a également comme objectif, parmi d'autres, de favoriser bien sûr les carburants propres dans toute la mesure du possible. Et enfin, vous avez actuellement une mesure dont il n'est pas certain d'ailleurs qu'elle sera adoptée, c'est en consultation publique sur les flottes de véhicules. Est-ce qu'il devrait y avoir un certain nombre d'obligations en ce qui concerne les flottes de véhicules des entreprises, quelle que soit
le type d'entreprise ou quelle que soit la nature des flottes de véhicules concernés. Voilà un petit peu, pour vous donner un panorama général, d'une part, ce qui a été déjà adopté dans le domaine concerné, ce qui fait actuellement l'objet de discussions interinstitutionnelles et ce qui pourrait éventuellement, en fonction des résultats des consultations publiques et des décisions politiques qui seront prises par le prochain collège des commissaires, ce qui pourrait effectivement donner lieu ultérieurement à des propositions législatives. Est-ce que, Jean-Luc Olson, c'est important, on commence à en parler cet après-midi, est-ce que les objectifs CO2 pour les poids lourds vont être rediscutés? Écoutez, il y a une possibilité de le dire. Pour l'instant, la position de la Commission est très claire. On ne change rien. On ne change rien. Mais il est évident que certains acteurs le demandent. Il est évident qu'il y a également eu des discussions au Parlement européen sur cet aspect, même si les parlementaires européens eux-mêmes sont extrêmement divisés. Donc, ce sont des questions purement politiques qui appartiendront au prochain collège des commissaires, qui doit normalement prendre ses fonctions le 1er décembre. Et il y aura une accélération du vote de la directive sur les poids et dimensions? Alors ça appartient uniquement au Conseil des ministres. Ça appartient uniquement au Conseil des ministres. Ça a déjà été proposé par la Commission, c'est en négociation interinstitutionnelle et il importe au Conseil de prendre ses responsabilités sur cet aspect, c'est-à-dire de faire progresser le texte ou au contraire de l'enterrer. Alors, on sait que la transition énergétique, notamment pour la filière, a un coût énorme. Ça va de la recherche, motorisation pour les constructeurs. Je fais court jusqu'aux entreprises de transport. Quel soutien financier l'Union européenne offre-t-elle pour accompagner cette transition pour cette filière? Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas de soutien direct. Dans le domaine des transports, il n'y a pas de fonds européens qui soutiennent les opérateurs de manière directe. C'est quelque chose qui appartient aux États membres, qui peuvent mettre en place des régimes d'aide. Les autorités allemandes, par exemple, l'ont déjà fait dans le domaine des véhicules propres, qu'il s'agisse de véhicules commerciaux ou qu'il s'agisse de voitures individuelles. La Commission, elle intervenait de manière indirecte, par exemple à travers le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, en subventionnant les points de recharge ou en subventionnant les investissements qui permettent que ces points de recharge fonctionnent et soient bien distribués sur l'ensemble du territoire. Alors, oui. Pardon, non, allez-y. Alors, maintenant, il y a actuellement en discussion un fonds qui est un fonds qui a pour but, justement, de favoriser ce qu'on appelle une transition juste, c'est-à-dire de faire en sorte que le Green Deal dans son ensemble, donc on est bien au-delà, bien sûr, du transport, ça peut concerner également les individus, par exemple quand il s'agit de faire des travaux de rénovation énergétique dans une maison individuelle. Donc c'est un fonds qui a pour but, de manière générale, de faire en sorte que cette transition puisse être juste. Et en ce qui nous concerne, c'est encore en discussion, nous estimons que le secteur des transports, qui comprend énormément de micro-entreprises, devrait pouvoir bénéficier de ce fonds. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des subventions du côté européen pour l'acquisition de véhicules propres en ce qui concerne les micro-entreprises, parce que c'est celles pour lesquelles la transition ou les nouvelles obligations qui seraient imposées pourraient s'avérer le plus difficile et, entre guillemets, injuste. Pour rester dans les soutiens financiers, on parle de subventions et d'aides directes, est-ce que Bruxelles peut imposer aux États membres des aides directes, notamment à l'achat de poids lourds propres? Non.
Non, Bruxelles ne peut pas imposer quoi que ce soit aux États membres dans ce domaine. Il existe au niveau européen un contrôle des aides d'État, mais c'est à l'inverse, non pas pour limiter les aides, mais pour faire en sorte qu'elles répondent à des critères plus ou moins uniformes, afin d'éviter qu'il y ait des distorsions de concurrence entre les États membres, mais les mettre en place, c'est un choix, une option qui incombe à chaque gouvernement. Alors, revenons pour le dernier point sur les entreprises, notamment de transport, hein, qui sont comme utilisateurs et au quotidien donc, vivent cette transition énergétique, on en parlera dans un instant. Comment la Commission européenne prévoit-elle justement de s'assurer quelque part que les réglementations n'entravent pas la compétitivité des entreprises du secteur, ce que défendent d'ailleurs déjà depuis très longtemps les fédérations du transport routier en France comme dans d'autres pays européens? Alors écoutez, c'est un fait, hein, je crois que personne ne peut le nier, que le droit européen des transports est un droit complexe qui engendre des contraintes certaines sur les opérateurs. Nous estimons en premier lieu que la manière dont ce droit peut s'avérer moins contraignant, c'est avant tout en faisant en sorte, d'une part, que les contrôles, donc la politique de mise en œuvre de ce droit soit faite d'une manière plus identique dans l'ensemble des États membres, et en deuxième lieu, que la digitalisation prenne une place de plus en plus importante. On estime que c'est en ce sens que la réglementation en elle-même sera le mieux acceptée en quelque sorte. Bon. Ceci étant, il ne faut pas comment dirais-je, se cacher que cette réglementation, en particulier sociale, qui est complexe, en particulier sociale, elle a aussi pour objectif de faire en sorte, par exemple, parlons du détachement, qu'il y ait une concurrence loyale sur l'ensemble du territoire européen. Et en ce sens, on peut dire qu'elle bénéficie en premier lieu à la France, qui est un pays dont le niveau de vie est supérieur à la moyenne européenne, et où par conséquent, la concurrence dans le domaine du transport routier en provenance d'autres États membres est la plus difficile en quelque sorte à supporter. Jean-Luc Colson, je vous propose de rester avec nous. On va donc, je vais poser quelques questions à nos trois invités. On reviendra vers vous et ils vous poseront des questions, et notamment, si vous êtes d'accord, le public pourra vous poser des questions. Atina Algériou, donc vous êtes présidente déléguée de la SIAM. On rappelle donc la SIAM représente en France les constructeurs de poids lourds présents en Europe. Et concernant les objectifs pour les camions, est-ce qu'on n'est pas sur des objectifs vraiment inatteignables? On en a parlé tout à l'heure, mais quelle est la position de la SIAM? Alors la position, c'est le résumé en fait de tout ce qu'on a entendu avant, puisque les constructeurs qui sont passés avant nous, ils sont adhérents de la SIAM. Ils ne sont pas inatteignables et on n'a pas le droit de le mettre en cause. Ce serait malhonnête, surtout par rapport à l'urgence climatique. On a la chance d'avoir développé des technologies qui nous permettent en fait d'arriver à l'objectif qui est zéro carbone et zéro particules nocives pour notre ville. Bien entendu, ça ne peut pas reposer exclusivement sur les constructeurs qui ont fait l'effort, qui continuent à le faire, qui travaillent sur plusieurs technologies à la fois, les moteurs thermiques pour pouvoir faciliter la transition, l'électrique qui est aujourd'hui prêt pour être déployé, et puis, comme on a vu tout à l'heure, l'hydrogène ou autres technologies. Ils ne sont pas atteignables, il faut la volonté politique derrière. Je pense que les utilisateurs, nos clients, les logisticiens, les conducteurs ont compris, maintenant ils commencent à faire confiance à cette technologie, ils l'ont testé. Le démarrage est difficile, on est à 2%
deux objectifs au niveau européen et on a uniquement 1% en France. C'est un démarrage qui est difficile. Moi, je reste, et la SIAM, à travers son action, reste plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on a eu le changement depuis 2 ans maintenant, qu'on a eu les produits en fait, sur les marchés. On voit déjà un changement, que ce soit au niveau du gouvernement ou les administrations, où ils ont intégré pleinement cette transition. Ils ont séparé les feuilles de route en fait, de décarbonation, les VL et les poids lourds, les TRM, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, on a les égards qui nous sont dus par rapport à l'importance en fait, de cette transition pour les TRM. On a doublé les budgets, même si ce n'est pas assez. On est passé de 60 millions à 130 millions d'aides cette année. On est allé un peu plus loin. On est allé chercher les soutiens des énergéticiens pour pouvoir créer des programmes extra-budgétaires, ne pas alourdir les budgets de l'État. Le démarrage est difficile, mais on va y arriver. Mais justement, vous le disiez, contrairement à l'automobile, pour le poids lourd, en tout cas le véhicule industriel, il peut avoir donc une révision de... Bon, en tout cas, on peut rediscuter les objectifs. Vu le constat, comme on voit, il y a quand même très peu de poids lourds électriques qui circulent aujourd'hui. Je vais reprendre en fait les déclarations de l'ACEA. Pourquoi? Parce que mes membres ils sont également à l'ACEA et ils s'expriment au niveau européen à travers l'ACEA. On n'a pas demandé des révisions des objectifs, on a demandé des révisions des pénalités. Mais les objectifs, oui, parce que 2025, il y a les amendes qui vont tomber après. 2026, oui. Voilà. Il ne vaudrait mieux pas revoir les objectifs. On ne veut pas revoir les objectifs parce que ça serait une catastrophe industrielle par rapport par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et par rapport les investissements qu'on a faits. On ne peut pas revenir. Revenir sur les objectifs, donner un avantage compétitif aux acteurs qui ne sont pas encore venus en Europe. Un mot sur le moteur thermique, on en parlait dans la deuxième table ronde. Son avenir? Sur l'avenir? L'avenir du moteur thermique. Que vous avancez avec le moteur thermique ou sans? Alors, on a eu les la réponses transition, de toute façon, est obligée en fait, de se faire avec le moteur thermique. Si on peut peut-être distinguer les choses, c'est la fin du diesel, ce n'est pas la fin du moteur thermique. Pour la transition est indispensable et peut-être que la recherche et développement va laisser encore plus de place au moteur thermique sur l'après. Un point sur la révision de la directive sur les poids et dimensions, donc qui sont donc des poids lourds, enfin véhicules industriels, qui n'a toujours pas été encore voté au final à Bruxelles. Ça devient urgent? Ça devient urgent, c'est indispensable, tout à fait, oui. Même si en France, on a pris quelques avances, ça devient indispensable. Ce que je voudrais souligner, c'est surtout c'est un sujet qui est très technique, qu'il faut que ça se fasse en concertation avec les constructeurs, parce que tout le monde n'a pas la même technologie, n'a pas les mêmes... en fait, on n'a pas fait un copier-coller du thermique, on n'a pas remplacé les thermiques par les batteries. Chacun, en fait, il a réparti cette nouvelle motorisation différemment. Du coup, pour pouvoir prendre en compte en fait, toute l'évolution qui a été faite, toutes les recherches et développements, tous les investissements, il faut que ça se fasse en concertation. Les motorisations ne sont pas aujourd'hui normalisées. Un mot sur la transposition des règles européennes qui reste un frein pour l'homologation des poids lourds en France? Alors, la transposition, en fait, la transposition vient en aval de la concertation. Alors parfois c'est quelque chose qui est bien, comme les objectifs qu'on s'est fixés sur la transition écologique. Parfois, en fait, elle manque de clarté ou elle manque de considération de réalité du marché, comme on a vu sur le GSR2, qui est dans les papiers, c'est très bien, mais les marchés n'étaient pas prêts, en fait, on n'avait pas l'équipement. Et aujourd'hui, on a voulu faire mieux, mais en équipant les camions avec une technologie, mais qui n'est pas opérationnelle. Et on a également les surtranspositions, ce qu'on voit très souvent en France. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, c'est le knitage.
en fait, qui est une sous-transposition. On est allé beaucoup plus loin. Et là, en l'occurrence, ça crée une concurrence déloyale, pas au sein de la France, mais au sein de l'Union européenne. En fait, une compétition entre les pays. Alors, je disais la sienne, le porte-parole des constructeurs poids lourds donc, en France. Est-ce que la France reste importante en termes industriels du véhicule industriel? Rappelons que Scania donc, a une usine à Angers. Volvo et Renault Trucks produisent aussi des véhicules en France. On parlera après également de la partie semi-remorque. Et on a également Iveco. Est-ce que justement, vous pensez qu'il n'y a pas assez de considération politique et qu'il s'ensuit ensuite, bien sûr, pas assez d'aides, pas assez de subventions? C'est ce que je disais en fait tout à l'heure quand je disais que la transition écologique a ouvert une autre voie pour considérer les secteurs du TRM. On n'avait pas vu jusqu'aujourd'hui cette industrie qui produit, assemble et aussi achète français ou européen. C'était une chance et je pense que les gouvernements et également les aides qui arrivent traduisent cette considération, cette nouvelle considération. Damien Destremo, alors, la grande oubliée, ou les grands oubliés, restent les semi-remorques. Si je résume, donc je rappelle, vous êtes président directeur général de Reefer Group, notamment de Chéreau. On parlait de non-considération. Alors là, on est dans les extrêmes pour tout ce qui est semi-remorque. On pense aux tracteurs, mais pas ce qui suit derrière. Bonsoir à tous. Effectivement, alors je vais m'exprimer d'abord en tant que chef d'entreprise. On compte quand même 1100 collaborateurs en France, marque Chéreau et Obino, et puis presque 500 en Espagne. Donc on fait partie plutôt des carrossiers on va dire, de bonne taille. Et puis je vais aussi m'exprimer en tant que représentant des carrossiers, mais aussi du sous-segment dans lequel nous travaillons, l'écosystème de la chaîne logistique du froid, qui est un peu particulier. Donc voilà, c'est à ce titre que je vais essayer de porter la voix de mes collègues. Donc la semi-remorque, elle est toujours oubliée, effectivement, sauf que là récemment, elle est sur le devant de la scène, oui, avec une nouvelle norme qui s'appelle Vecto Trailer, dont on reparlera tout à l'heure. Alors les décisions prises justement dans le cadre de Fit for 55 vous incitent à adopter un rythme plus rapide, on va dire, par rapport aux nouvelles règles. Pouvez-vous concrètement suivre, on va dire, la cadence du point de vue aussi bien technologique qu'industriel? On voit les lois européennes vont très très vite. Alors d'abord, je veux dire qu'on est absolument convaincu de la nécessité d'agir pour la transition climatique. On n'a aucun doute là-dessus. Le rythme donné par Fit for 55 est effectivement assez fort, mais je fais partie plutôt des gens qui pensent que quelquefois c'est avec un peu de contrainte qu'on engage le changement. Donc là-dessus, jusque-là, je n'ai pas de difficulté. Par contre, il faut que les règles soient atteignables, réalistes, et surtout qu'elles prennent en compte la réalité de terrain. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors vous avez alerté Bruxelles à plusieurs reprises justement sur ce que vous appelez des manques importants qui ne vous permettent pas justement d'exploiter tout potentiel de décarbonation que vous proposez. Vous pouvez donner quelques exemples? On a alerté Bruxelles avec nos petits bras. Hein. On est une petite fédération. Malheureusement, il n'y a pas d'organe de carrosserie européen. Donc notre voix est quand même très peu entendue à Bruxelles, je pense. Donc effectivement, on doit alerter sur les manques importants parce que on pourrait exploiter beaucoup plus de potentiel de décarbonation dans notre secteur si notre réalité était prise en compte. Donc, par exemple, est-ce que vous savez que les groupes froids diesel, hein, donc qui produisent du froid, aujourd'hui émettent 3 millions de tonnes équivalent CO2. Donc c'est quoi? Il faut intégrer tout ça dans Vecto? C'est-à-dire qu'il faut que l'aspect énergie de production du froid soit intégré d'une certaine façon. Aujourd'hui, la norme Vecto, elle prend toutes les semi-remorques, qu'elles soient frigo ou pas. Et pareil pour tout ce qui est pack batterie, notamment, qui sont pas compris dans le calcul Vecto. C'est ça, c'est-à-dire que la carrosserie frigo, elle va être pénalisée parce qu'elle est par nature plus lourde que les autres. Et donc, il faut absolument qu'on intègre non seulement ce qui est dans nos carrosseries, mais aussi tout ce qu'on va y rajouter pour décarboner. Typiquement, vous prenez un essieu générateur de froid, enfin un essieu générateur d'énergie qui va permettre de produire du froid décarboné. Forcément, c'est plus lourd. Où nous, on a mis sur la route, par exemple, des carrosseries super isolées où on va aller gagner entre 20 et 25%
d'isolation, c'est un peu comme dans le bâtiment, quand une semis est bien isolée, forcément vous consommez moins d'énergie, et ça c'est absolument pas pris en compte, et c'est plus lourd. Alors les idées, donc comme on a Jean-Yves Colson qui nous écoute, on le retrouvera tout à l'heure, vous préconisez notamment, alors je crois, de mettre en place une sorte de classification de consommation, comme pour en fait l'électroménager. Alors, on a deux options, soit une incitation à effectivement une catégorie de semi-remorques super isolées, un coefficient K pour les initiés inférieur par exemple à 0,33, ou alors, un peu comme on l'a dans l'électroménager, une classification de A à G par exemple, qui pourrait inciter les transporteurs à s'orienter sur des véhicules moins énergivores. Alors, dernier point pour accélérer la transition énergétique, et en attendant, on en parle cet après-midi, les futurs véhicules, vous pensez que le rétrofit peut permettre d'aller plus vite ? Bien sûr. Bien sûr, si on ne prend que le véhicule neuf, nous, on est en train de mettre sur le marché une semi-remorque qui va durer 18 ans, ça va durer un peu trop longtemps. Donc effectivement, si on peut faire du rétrofit et aussi le valoriser par des aides ou par en tout cas une prise en compte de cet effort de décarbonation, ça serait beaucoup mieux pour toute la profession. Florence Dupasquier, bonjour. Bonjour. Fidèle aux rencontres. Oui. Alors, on est très content de vous retrouver. Mais on est contente que les transporteurs aient la parole, donc on vient à chaque fois quand on est absolument. invité, il n'y a pas de problème. Suite aux élections européennes donc, et de nouveaux députés européens, donc de nouvelles présidences à Bruxelles, de nouveaux débats donc, attendent le transport routier. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis Colson. Le paquet mobilité donc, a été voté en 2020. Les mesures entrent en vigueur progressivement. Bon, il y a eu un arrêté, une décision de la Cour d'appel qui remet en cause donc, le retour tous les 8 jours donc, aux entreprises. Précisons que la Cour... Toutes les 8 semaines, pas 8 jours. 8 semaines, pardon. 8 semaines, 8 jours, ça fait beaucoup. Les mesures de paquet mobilité s'appliquent en France progressivement ? Oui, la France est plutôt un bon élève en fait sur l'application du paquet. Après, le vrai sujet, et M. Colson l'a dit tout à l'heure, c'est le contrôle, l'harmonisation des contrôles, la coordination entre chaque pays sur les contrôles. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une application qui soit plutôt régulière, de même nature par les pays, et qui soit bien contrôlée pour qu'on soit dans une concurrence loyale, fair, fiable et égale. Voilà. En tout cas, on peut donner quelques exemples des mesures de paquet mobilité qui sont maintenant en vigueur en France ? Oui, alors il y a l'accès à la profession, il y a les permis de conduire, il y a l'attestation de capacité, il y a un certain nombre de sujets, le retour du conducteur, le repos en cabine qui est interdit, etc. Il y a le retour du conducteur, du coup, ça annule. Le retour du camion est annulé. Du camion, mais le repos du conducteur hors cabine, pardon, effectivement, il est en vigueur. Et tout ça, ce sont aussi des points qui permettent d'améliorer l'attractivité du métier et les conditions de travail des conducteurs, en fait, aussi. Donc c'est important pour l'attractivité de la profession et pour l'image et pour plein de sujets, en fait. Il faut dire que le paquet mobilité est un point important, quand même. Hein. Oui, c'est un point important. On peut dire que c'est un tournant historique. Donc effectivement, il y a juste un point, c'est quand même une victoire, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaillait dessus. Bon, on l'a obtenu il n'y a pas si longtemps. Nous, les Français, entre-temps, on a perdu un petit peu de compétitivité et le pavillon français, forcément, voilà. Mais mieux vaut tard que jamais, c'est très bien. Après, il y a encore ce sujet qui reviendra certainement sur la table, sur le retour du véhicule toutes les 8 semaines. Nous, on y tenait, parce qu'aujourd'hui, les conducteurs rentrent par navette, etc., mais pas forcément le camion. Voilà. Mais je pense que ça fera partie d'autres discussions à venir. Oui. On aura Jean-Louis Colson tout à l'heure, si c'est possible, s'il y a possibilité de faire appel de cette décision pour justice. Le verdissement des flottes de camions, on en parle cet après-midi, est aussi l'un des dossiers importants pour donc les entreprises de transport. Les objectifs CO2 poids lourds, justement, est-ce que vous pensez que c'est hors réalité ? Déjà, ça va de l'achat. Je vais dire la vérité, je pense qu'ils sont trop importants, et ils sont très ambitieux, mais c'est aussi le rôle, je l'avais déjà dit, le rôle des politiques de mettre des objectifs ambitieux pour tendre vers des solutions. Mais quand on a concrètement travaillé avec la FNTR, les constructeurs, les énergéticiens pour préparer la feuille de route, on se rend bien compte, alors maintenant c'était déjà il y a quelques mois, quelques années, aujourd'hui les objectifs ne sont pas forcément tenus, mais bon, il y a une clause de révision des objectifs, notamment en 2027, nous on va y être attentifs, de voir un petit peu comment ça avance, comment ça évolue.
Moi, je pense que ça va très très vite en fait. Il faut que derrière tout le monde suive et je pense qu'il y a beaucoup de contraintes. Alors sur le véhicule, il y en a qui testent effectivement. Après on parle de transport en général, mais après il y a des spécialités. Enfin, moi je connais la mienne, par exemple en matière dangereuse, c'est encore plus compliqué. On peut pas encore tester. Aujourd'hui, on est tous engagés dans la décarbonation, ça c'est clair. Enfin, on n'est pas contre, clairement, et on ne peut pas être contre d'ailleurs. Donc ça, c'est un point acquis. Après, simplement, je pense que nous, on a ce côté pragmatique des transporteurs. Et il faut qu'on puisse avancer ensemble et qu'on n'en laisse pas la moitié sur le bord du chemin. Et les sujets de financement sont un vrai point, un vrai sujet, qui ne sont pas abordés aujourd'hui. On parlait des aides. Aujourd'hui, alors pour les micro-entreprises peut-être, mais on a le sujet aussi des aides avec l'encadrement sur les mini-mises. Vous avez eu des aides prenons le groupe Samat. Non. Non. Les grands groupes, ils n'ont pas d'aide, clairement. Alors après, il y a des appels à projets, mais les appels à projets, c'est sur l'électrique, et l'électrique, pour l'instant, j'y ai pas accès, donc je ne peux pas faire un dossier, en fait. Par rapport à la spécificité. Par rapport à la spécificité de mon métier. Donc non. Pour l'instant, vous n'avez pas de véhicule au gaz Si. On teste tout, parce qu'il faut tout essayer. Donc le gaz, le bio, l'HVO. Alors aujourd'hui, c'est le moyen qui nous permet effectivement de décarboner massivement et rapidement. Et puis accessoirement, on n'a pas besoin de changer toute la chaîne logistique. C'est miscible dans notre cuve de gasoil. On n'a pas besoin de changer le moteur. On n'a pas besoin de changer la chaîne d'approvisionnement. Voilà. En attendant, ça nous va plutôt bien parce qu'on regarde ce qui se passe. Mais on en parlait tout à l'heure rapidement. Il y a 2 ans, ici, à cet endroit, on parlait que de l'électrique. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'hydrogène, un peu moins l'électrique. J'entends, et ça c'est nouveau, retour du moteur thermique. Ça, il y a 2 ans, oui, il ne fallait absolument pas en parler. Donc, ça nous laisse encore, je pense... on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'on a voulu aller très très vite. Alors c'est vrai, la Commission européenne est allée très très vite, sans forcément faire d'études d'impact, sans regarder effectivement les conséquences sur toute la chaîne. Voilà, ça suit, mais oui, en plus vous êtes voilà. au bout de la et ça, chaîne. c'est en dehors de la situation économique actuelle. Alors, revenons sur la révision de la directive sur les poids et dimensions, qui concerne, on va dire plus directement, les constructeurs et carrossiers. Et est-ce que vous pensez que la révision devrait être votée prochainement? La France s'oppose encore aux méga-camions, donc au OMS. C'est inscrit donc, justement dans cette révision. Alors, est-ce qu'on peut dire que la profession, les entreprises de transport... Alors, quand vous dites la France s'oppose, c'est l'administration française. L'administration française qui s'y oppose. Mais est-ce que vous, les transporteurs, vous opposez? Pas du tout. D'ailleurs, on a fait des tests. Ça fait des années qu'on teste le système. Et puis, nous, transporteurs, on a souvent des filiales à l'étranger. Et effectivement, en Espagne, ça marche. Moi, j'ai des filiales en Finlande, en Suède, ça marche. On est allé voir l'administration française au mois de mars-avril avec nos homologues donc les fédérations nordiques et allemandes. On est allé voir l'administration française pour leur expliquer, parce qu'ils voulaient savoir comment ça se passait. Et c'était assez baroque, puisqu'en fait, quand ils expliquent le système, ils disent « Ah oui, c'est très bien, mais pas chez nous, donc pas en France ». Donc en fait, le point de blocage, il est à l'administration, certainement pour des raisons... imaginaire de concurrence frontale avec le rail. Le rail, on n'est pas en concurrence. Et l'image du camion, quand même. On est complémentaires. La route, le rail, il ne faut pas opposer les 2 modes. Nous sommes complémentaires. Nous, les transporteurs, on travaille avec du fluvial, du maritime, du routier, du rail. On sait s'adapter, on fait tout. Alors, autant, preuve que les réglementations européennes sont très, très, très larges concernant la filière. La pénurie de conducteurs donc, reste un fléau pour la profession. On sait déjà depuis quelques années. Ce n'est pas faute de chercher des solutions. Le recours à la main-d'œuvre des pays tiers est aussi une possibilité. Beaucoup d'entreprises le font ou vont le faire. Alors, ce n'est pas forcément un axe pour gérer la pénurie de conducteurs. La pénurie de conducteurs, c'est lié à le vieillissement de la population en Europe, de nos conducteurs notamment. Donc, on sait qu'il va falloir renouveler les générations de conducteurs qui partent à la retraite. Le sujet des conducteurs non européens a été mis un peu sur le devant de la scène et de l'actualité pour des raisons... de non-respect de réglementation et dans certains pays. On a des drôles de bruit depuis tout à l'heure.
Aujourd'hui, il a été mis en lumière par des sujets de pays de l'Est qui ne sont pas propres à l'Union, ou du Kazakhstan ou autres, qui n'étaient pas réglés payés, rémunérés sous les règles du paquet mobilité. Donc c'était... voilà. Mais moi aujourd'hui, j'avais eu l'occasion de le dire, chez Samat par exemple, on a à peu près 5% de 5%. conducteurs, à peu près, 5% de conducteurs non européens sur l'ensemble du groupe. Mais en Espagne, ce sont donc des Brésiliens, des Vénézuéliens, etc. En France, on a des Marocains, des Algériens. C'est lié aux histoires, à l'intégration, aux flux migratoires dans ces pays-là. Enfin, voilà. On les forme, on les intègre, ils sont comme tout le monde. Mais voilà, c'est pas des bus de pays hyper loin qui viennent pour... voilà, ça marche pas comme ça. Alors, il y a plein d'autres dossiers, notamment... Alors, la France prépare un projet d'une mesure qui est déjà appliquée. Bon, on en parlait pour les méga-camions. Donc, en Europe, on est en Europe, donc en Espagne et au Portugal. C'est l'interdiction de charger et de décharger pour le conducteur. Et là, les transporteurs français sont pour aussi. Oui, on a un groupe de travail sur le sujet avec le ministère et avec les organisations syndicales qui sont d'ailleurs plutôt... qui nous poussent aussi, qui sont en faveur de ce sujet-là. C'est plutôt chez les chargeurs que ça coince maintenant un petit peu, probablement. Mais oui, nous, c'est aussi un facteur d'attractivité, parce que quand on parle de pénurie, on dit on veut attirer effectivement plus de jeunes dans ce métier demain, plus de femmes également, puisque le taux de féminisation de nos conductrices augmente petit à petit, mais on est encore loin. Je crois que la moyenne en Europe, c'est 5% ou 3%, et aux États-Unis, ils sont déjà à 6 ou 8%. Donc on a encore de belles marges de progression, et il faut qu'on arrive à travailler sur les sujets d'attractivité. Donc si on peut s'éviter le chargement-déchargement qui est bien nos transporteurs d'assumer et d'assurer et d'être responsables de cette partie-là. Il y a certainement des choses à voir et à travailler, bien évidemment, en fonction des métiers, puisque même en Espagne et au Portugal, il y a des exonérations aussi qui ne concernent pas tous les métiers, toutes les marchandises. D'une façon générale, Florence, vous qui connaissez bien Bruxelles, notamment la Commission européenne, il y a quand même, on va dire, une considération de Bruxelles par rapport aux entreprises de transport. Alors en tout cas, nous, on porte la voix des transporteurs. La FNTR a un bureau à Bruxelles depuis 26 ans. Avec deux autres fédérations. On partage effectivement des bureaux communs avec nos homologues de la fédération allemande et nordique qui concernent donc le Danemark, la Suède et la Finlande. Et on est déjà plus fort sur 3 pays, puisqu'on a vraiment 3 fédérations qui portent la même voix. On prend des positions communes. Donc, en tout cas, on essaie de faire entendre la voix. Alors, on n'est pas toujours entendu, mais en tout cas, on y travaille pour au moins faire passer des dossiers, des explications, des notes sur les conséquences concrètes dans nos métiers, en fait. Alors, on va passer aux questions. Jean-Louis Colson, vous êtes toujours avec nous? Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de choses. J'aurais une question avant de laisser la parole donc, à nos invités qui vont vous questionner, en tout cas échanger. Hein. Vous connaissez très bien le monde du transport routier, Jean-Luc Colson. Est-ce que le poids lourd fait moins peur à Bruxelles aujourd'hui? Oui, très nettement. Hein, très nettement. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Madame à l'instant. On ne doit pas opposer le rail et le poids lourd. Hein, ça n'a pas véritablement de sens, même s'il y a toujours une volonté chez nous d'accroître la part du rail, mais ça ne remet en aucune manière l'intérêt du poids lourd et le fait que le transport routier va rester un mode de transport dans les années qui viennent extrêmement important. Hein. D'ailleurs, le transport routier, c'est le transport le plus fiable. Hein, c'est le plus fiable en termes de marchandises. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et puis, il y a son rôle, comme ça a été dit, en termes de transport combiné. Il y a sa nécessité pour ce qu'on appelle le last mile et souvent aussi le first mile. Donc, tout ça est tel que le transport routier a encore de beaux jours devant lui et n'est certainement pas quelque chose qui fait peur à Bruxelles. Mais est-ce que trop de réglementation, parce que là, on a quand même... On a passé en revue quelques-unes entre donc, le côté production, le côté après, donc, on va dire exploitation, va pas tuer une profession, quelque part? Non. Enfin, je me permets de le dire en tant qu'observateur journaliste. Non, écoutez, je crois que la simple observation, ça serait comment dirais-je, malhonnête de ne pas le reconnaître. La simple observation du droit européen du transport routier nous amène à considérer qu'il est complexe.
hein, le repos des conducteurs, pour ne citer que ça. Vous avez parlé de la directive sur les poids et dimensions. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de la proposition de la Commission, c'est aussi de simplifier la directive actuelle qui existe déjà et qui est aussi effroyablement complexe. Donc oui, ce droit est complexe. Je crois qu'on ne peut pas le nier, mais je ne pense pas que ce soit ça qui véritablement pèse sur la compétitivité des entreprises européennes à l'heure actuelle. Non. Alors, on va commencer avec nos invités pour les questions. Si le public voulait poser des questions donc, à Jean-Luc Colson, vous pourrez dans quelques minutes. Atina Argiriou, peut-être une première question à Jean-Luc Colson. Je vois Jean-Louis. Une première question, oui, c'est sur les... Le micro un peu plus près. Pardon. Effectivement, sur le rôle de la Commission, pas uniquement en instigateur des idées et en contrôle, mais la coordination. On a plusieurs sujets aujourd'hui qui sont laissés uniquement sous tutelle des différentes nations, États, comme par exemple les ZFE, les aides. Et là, effectivement, on a parfois des difficultés, des injustices, des entraves. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer un rôle un peu plus important justement sur cette coordination ? C'est difficile de s'exprimer sur ce sujet-là parce que bon, l'Union européenne, elle est fondée sur une répartition des domaines entre les États membres et l'Europe. Et très souvent, d'ailleurs, on reproche à l'Union européenne d'en faire trop. Donc, c'est un petit peu délicat. Par exemple, on a parlé, il y a quelques minutes, des contrôles, en disant ces contrôles, ils ne sont pas identiques dans tous les États membres. Bien, c'est vrai, mais les questions de contrôle, donc de mise en œuvre sur le terrain des règles juridiques, ça appartient quasi intégralement aux États membres. Quasi intégralement. La Commission a très peu de pouvoir dans ce domaine, elle n'en a même quasiment aucun. Il y a maintenant une agence européenne, donc ça n'est pas la Commission, mais enfin une agence de l'Union européenne qu'on appelle l'Autorité européenne du travail, ELA, European Labour Authority en anglais, qui avait été imaginée comme pouvant conduire à une meilleure uniformisation des contrôles en matière de droit social, et en particulier des conducteurs de camions. Bien, cette agence, ses pouvoirs sont extrêmement limités. Elle peut simplement coordonner des contrôles conjoints d'États membres, et encore, elle ne peut pas obliger. Elle doit simplement proposer aux États membres de faire des contrôles conjoints, et s'ils acceptent, alors elle jouera un rôle de coordination dans ces contrôles. Atina, pardon, excusez-moi, Jean-Louis. Allez-y, Jean-Louis. C'est valable dans d'autres domaines. Alors, par exemple, quand vous parlez à l'instant des aides d'État, ça serait extrêmement difficile pour la Commission de coordonner les politiques d'aide nationales, parce que bon, elles dépendent de facteurs comme par exemple la capacité budgétaire de chaque État membre, et ça, bon, c'est quand même un choix qui reste encore largement national. Mais à l'inverse, Bruxelles pourrait par exemple s'opposer, on a eu le cas il y a quelques années, et la France, c'était je crois le précédent gouvernement, souhaitait donner des aides uniquement pour les poids lourds qui étaient produits en France. Oui. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Bruxelles aurait pu s'opposer, retoquer le... Ah oui, absolument. Donc, il n'y a pas d'obligation de donner les aides, mais c'est vrai que les aides sont contrôlées. Lorsqu'un État membre décide d'octroyer des aides, alors il y a un système de contrôle à Bruxelles de la politique d'aide de cet État membre, de telle manière à éviter les distorsions de concurrence ou des aides qui seraient contraires au droit européen. Alors, le système que vous mentionnez à l'instant là, c'est un système qui, par nature, est, comment dirais-je, bon, le mot m'échappe, mais enfin,
donne un avantage immédiat au territoire, et ça, normalement, c'est interdit. Vous ne pouvez pas privilégier un constructeur par rapport à un autre en fonction de sa localisation. C'est une discrimination un peu industrielle. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est très discriminatoire. Atina, vous voulez compléter? C'est du favoritisme, mais ça, effectivement, je comprends que la DG Concurrence, je comprends que la DG Concurrence, en fait, régule les relations commerciales au sein de chaque État, elle a un mot à dire. Mais quand les États, entre eux, en fait, ils transposent en fait vos directives de façon aléatoire et ils créent des distorsions, là, il y a quand même quelque chose à faire. Et c'est pour ça que je n'ai pas parlé de contrôle, je parlais plutôt de coordination. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que lorsque les directives sont transposées, donc de manière juridique, là, on regarde que cette transposition est correcte. Et on n'hésite pas, normalement, à faire des procédures d'infraction contre les États membres qui transposent mal les directives. Par exemple, dans le domaine du détachement, qui maintenant s'applique, c'était une des avancées du paquet mobilité, s'applique directement au transport routier. Il y a certains États membres pour lesquels, actuellement, on est en procédure d'infraction vis-à-vis d'eux parce qu'ils ont mal transposé les directives concernées. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je pense. Vous avez sans doute entendu Jean-Louis tout à l'heure, quand j'interviewais, donc j'interrogeais nos différents invités. Donc, je parlais que la semi-remorque est un petit peu la grande oubliée. Je vais laisser la parole à Damien. Je pense qu'il a une ou deux questions à vous poser. Damien Destremo, donc, qui est, donc, je vous rappelle, président, directeur général donc, de The Reefer Group. Damien. Oui, bonjour monsieur. Désolé si mes questions seront impertinentes, mais je crois que c'est un peu le but de l'échange. Donc je vais commencer par une assez simple. On parlait tout à l'heure de problèmes de disponibilité de chauffeurs. On parle évidemment de réduire l'impact CO2. Or, il y a une solution immédiate que vous pourriez appliquer et donc légiférer, c'est les doubles convois. Donc pourquoi est-ce que sur un sujet aussi simple, la Commission européenne ne peut pas appliquer donc, ce qu'on appelle techniquement le 25-25? Donc vous avez un camion, 2 semi-remorques, il n'y a qu'un chauffeur, forcément il y a moins de CO2. Ça marche en Espagne, ça roule en Hollande, ça roule dans beaucoup de pays. Mais il y a d'autres pays qui sont réfractaires, donc pourquoi n'allez-vous pas plus vite sur ce sujet? Ou imposer en tout cas aux États membres. Jean-Louis? Mais oui, là on est tout à fait dans le contexte de la directive poids et dimension. Alors, cette directive est bloquée. Elle est bloquée actuellement au Conseil. On est actuellement sous présidence hongroise. Les Hongroises n'étaient pas intéressées par le sujet. Les présidences précédentes, et en particulier la présidence espagnole, avaient essayé de faire avancer le dossier, mais insuffisamment. Enfin, il y a eu trop de résistance. Alors, les résistances, elles sont de deux ordres. En fait, vous avez deux groupes d'États membres qui s'opposent, et derrière chacun de ces groupes, vous avez d'une part l'Allemagne et d'autre part la France. En ce qui concerne l'Allemagne, la question, elle résulte leur problème résulte de la vétusté des infrastructures, et en particulier des ponts en Allemagne. Les ponts en Allemagne sont déficients, ne sont pas tous suffisamment solides, disons-le clairement, et l'état de l'infrastructure routière, et en particulier autoroutière en Allemagne, est tel qu'ils craignent que des poids, en particulier des poids trop élevés, conduisent à des catastrophes. Chacun se rappelle quand même ce qui s'est passé en Italie il y a 4 ou 5 ans, à Morandi, le pont de Morandi à côté de Gênes, 60 morts. Et c'est la peur des autorités allemandes. Et ils estiment que mettre les ressources financières suffisantes pour cela, pour l'instant, leur coûterait trop cher, et qu'il faut faire un plan qu'ils ont énormément de mal, finalement, à gérer. Ça, c'est le problème allemand.
et le problème d'autres États membres qui sont derrière l'Allemagne. Alors, en ce qui concerne le problème français, il est différent. En France, on accepte déjà, par exemple, 44 tonnes. Hein, on l'accepte sur le territoire national. Mais, alors même qu'on l'accepte aussi en Belgique, on n'accepte pas que les camions belges ou les camions français passent la frontière. Ce qui est quand même, écoutez, un petit peu un comble. Alors, ça, c'est dû au fait que les autorités françaises ont peur que la France devienne à ce moment-là un état de transit et des nuisances auxquelles ça conduirait ou aussi des dégâts sur l'infrastructure que ça pourrait engendrer. Et donc, vous avez ces deux catégories sur ces deux points-là d'États membres qui s'opposent actuellement. Et je dois vous dire même que certains États estiment que c'est une directive quasiment morte, hein, que les discussions ont été tellement difficiles jusqu'à présent qu'il n'est pas certain qu'on la remette sur la table. Alors même, hein, nous en sommes parfaitement conscients, que le secteur le demande, que les constructeurs de poids lourds le demandent, hein, et là j'ai bien noté ce qui a été dit, par les intervenants, et que vous avez en plus une première lecture du Parlement européen sur ce sujet. Hein, le Parlement européen a fait une première lecture qui est favorable à la directive, qui va tout à fait dans le bon sens. Damien, peut-être une question sur tout ce qui est semi-remorque. Oui, donc la deuxième, évidemment, elle ira sur Vecto Trailer. Donc Vecto Trailer impose une cible de réduction de l'impact CO2 en à peine 5 ans de 10%. Tous les carrossiers s'accordent à dire que c'est impossible. Nous, nos calculs nous amènent à 5,7 avec des efforts absolument colossaux. Donc d'abord, la cible, elle est pour nous inatteignable. Donc moi, j'ai déjà dit à mes clients que l'amende, je leur facturerai. On parle quand même de 10 000 € par semi-remorque, hein, donc clairement, moi, je ne vais pas me laisser mourir. Mais ça veut dire que tout le système, finalement, va payer plus cher, alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour décarboner de manière beaucoup plus intelligente. Donc voilà, moi, je suis un peu surpris par cette directive qui n'a pas pris en compte la réalité des carrossiers. Écoutez, c'est une directive qui a été longuement discutée. Alors qu'elle ait peut-être certains aspects qui soient difficiles à mettre en œuvre, ça n'est pas exclu. Hein. Comme vous le savez, il y a des discussions et on verra, hein, parce que ça c'est une appréciation purement politique, s'il y a lieu de revoir certains aspects. Pour l'instant, la position de la Commission, elle est très claire, ça a été discuté, ça a été adopté. Et par conséquent, il faut, dans toute la mesure du possible, l'appliquer. On va peut-être passer au Damien. Réaction, non? Non? Bon, ok. On va passer plus aux entreprises de transport. On parlait donc tout à l'heure du pacte mobilité. Peut-être une question ou deux, peut-être, Florence? Les questions que vous aviez posées sur l'avenir du transport en Europe m'intéressaient beaucoup. En fait, la vision de la Commission sur l'avenir du transport routier dans les 5-10 ans, ça m'intéresse, oui. Écoutez, bon, là, j'en avais dit quelques mots à l'instant. Hein. C'est un secteur qui a de très beaux jours devant lui, le transport routier. C'est tout à fait clair. C'est un mode de transport qui va continuer à exister. C'est un mode de transport qui doit se décarboner. Hein, ça, c'est certain également, qui ne sera accepté que pour autant qu'il se décarbone. C'est un mode de transport qui est fiable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plébiscité. Hein, qui est fiable, qui est souple, hein, plus souple que les autres modes de transport. C'est un mode de transport, et ça a été également évoqué, qui va souffrir hein, d'une pénurie de main-d'œuvre. Hein, tous les modes de transport, hein, mais peut-être celui-ci encore plus que les autres, d'une pénurie de main-d'œuvre.
Et là, bon, comme vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a sans doute un faisceau de solutions diverses. D'abord, effectivement, mieux considérer hein, le chauffeur routier. C'est quelque chose, c'est une profession qui a prouvé, hein, on l'a vu pendant le Covid, combien elle était importante. Et donc, une meilleure appréciation dans la société conduirait sans aucun doute à plus de vocations. Il faut aussi, et le paquet mobilité, je suis tout à fait d'accord, il y a contribué énormément, que les conditions de travail soient importantes. Je crois que la féminisation, c'est quelque chose aussi qui peut apporter une partie de la solution. L'immigration est aussi, sans aucun doute, une partie de la solution. C'est pas l'ensemble, hein, mais c'est une partie de la solution. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Hein. Il y a eu des cas d'exploitation. Ils étaient très circonscrits, si je puis dire, même si on s'accorde tous à considérer qu'ils étaient tout à fait inadmissibles, hein, tout à fait inadmissibles, et qui n'ont pas de place dans l'Union européenne à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas du tout la généralité des cas, et l'immigration de la part de certains pays, pour autant que les chauffeurs, bien évidemment, soient bien formés, suivant des critères comparables à ceux qui existent dans l'Union européenne, fait partie de la solution pour la question du manque de chauffeurs routiers. Bon, vous savez que la Commission aussi a une directive sur la possibilité que le permis de conduire, enfin les cours hein, nécessaires au permis de conduire soient pris avant, ce qui permettrait aussi d'avoir sans doute des personnes plus jeunes. Et puis, c'est vrai aussi que la digitalisation du secteur devrait aussi le rendre plus attractif aux jeunes générations. Hein. Plus on travaille de manière digitale, plus normalement on est attractif pour les jeunes. Juste un point pour revenir sur la décision de la Cour la Cour de justice de l'Union européenne qui a annulé donc vendredi dernier donc l'obligation imposant aux véhicules de retourner à l'entreprise toutes les 8 semaines. Est-ce que les autres pays peuvent faire appel de cette décision? Non, hein, non. Cette décision, elle est définitive. Je veux dire par là que sur le plan juridictionnel, elle est définitive. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de demander à un autre tribunal c'est la juridiction la plus haute pour l'Europe. La juridiction la plus haute pour l'Europe. Hein. Alors nous avons pris note de cette décision, et là encore, hein, il appartiendra au nouveau collège des commissaires, au nouveau commissaire de prendre une décision sur le fait que la Commission fasse une nouvelle proposition, éventuellement différente, mais enfin ayant le même objectif ou pas. Ça reste totalement ouverte. En tout cas, ce qui est clair... Oui, pardon. Non, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire, certes, on ne peut pas faire appel sur cette décision-là, ce texte-là, mais rien n'empêche de reproposer quelque chose avec peut-être des nuances ou d'essayer de travailler sur le sujet différemment. Et puis il y a un autre texte aussi qui nous intéresse grandement, c'est la sécurisation des parkings aussi. Je sais que c'est quelque chose qui est en cours aussi, en discussion. Voilà, donc on attendait la mise en place de la commission et de l'ensemble suite aux élections, de la mise en place de l'arrivée de tout le monde pour pouvoir retravailler sur ces dossiers-là, qui sont importants pour nous. Beaucoup de choses, oui. Jean-Louis Poulson. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a tout dit? Ah, alors je ne sais pas si on peut amener un micro, ou je vais vous donner un micro. Voilà, on va faire simple. Je savais que tu ne pouvais pas résister, Florence. Florence Berthelot. Bonjour Florence. Bonjour Monsieur Colson, je promets de venir vous voir bientôt. Madame Berthelot. On se connaît un peu. C'est pas forcément directement dans votre scope, mais ça nous remonte de beaucoup de transporteurs. Et moi, je le traduis très simplement pour faire court par la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un RGPD entreprise. On constate qu'un certain nombre de plateformes digitales, on constate que nos datas, on en a parlé plus haut, sont extrêmement convoitées par des tas de gens
qui nous les collectent de manière presque obligatoire, on nous les siphonne, sinon on n'a pas le choix, enfin je fais court. Et on a déjà soulevé le problème à Bruxelles, on pense qu'il y a un réel problème d'intelligence économique, voire de souveraineté européenne sur le sujet, puisque parfois ce sont des acteurs qui sont hors Union européenne qui collectent ces datas. Et on voulait savoir si, au niveau européen, on pouvait avancer sur ce dossier, puisque le RGPD protège les données personnelles, mais il y a un vrai sujet sur les données entreprises, et particulièrement dans le transport, où elles sont extrêmement sensibles. Oui. Écoutez, bon, comme vous le dites, c'est pas précisément mon sujet, mais c'est clair que c'est un domaine dont nous savons qu'il est très important. Et je ne serais pas du tout surpris que dans la prochaine commission, il y ait du travail de fait sur ce sujet. Ça va, Florence, la réponse c'est... Une autre question? Oui, allez-y. Ah, on va vous donner un micro. Attends. Prenez celui-ci. Prenez celui-ci. Hop, passe par là. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. C'était très intéressant et très enrichissant. Moi, j'avais une question parce que lorsqu'on regarde en fait dans le rétroviseur sur l'électrification des véhicules d'un point de vue un petit peu global, on s'aperçoit qu'on renouvelle à peu près 4 à 6% du parc tous les ans et que entre 18 et 22%, ces remplacements se font à l'électrique. Et finalement, on voit que si on regarde les projections sur les ambitions de réduction d'émissions de CO2, on n'est pas forcément sur une trajectoire qui correspond, et on le voit encore plus vu que ça ralentit cette année en tous les cas, et pas qu'en France. Et dans le même temps, finalement, on ne regarde pas vraiment l'intégralité du cycle de vie des énergies. En tous les cas, dans mon domaine, le biogaz, c'est pas pris en compte. Et on se dit que finalement, c'est prouvé scientifiquement par différentes études que effectivement le bio-GNV est équivalent à du nucléaire français en termes d'émissions de CO2 lorsqu'on regarde l'entièreté de l'ACV. Je suis très surpris que ça ne soit pas pris en compte actuellement. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a aussi d'autres ACV sur d'autres critères, l'usage de l'eau, les ressources minérales, et l'ACV vraiment depuis l'extraction jusqu'au recyclage. Et pourtant, on est hyper, compréhensif sur la complémentarité des énergies. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, le mix énergétique doit répondre aux différents usages. Et est-ce que vous pensez que finalement ce sujet peut revenir d'une manière ou d'une autre, soit directement en intégrant l'ACV, puisque ça fait quand même un paquet d'années qu'on en parle, la prise en compte de l'ACV, soit par d'autres méthodologies? Jean-Luc Colson. Oui. Écoutez, tout ça n'est pas exclu. Il y a eu un choix à un moment qui a été fait et qui a été de dire que les carburants que vous avez cités ne seraient pas suffisants en termes de décarbonisation pour atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. Et donc, on a tout axé sur l'électricité et l'hydrogène. C'est le choix qui a été fait. Mais je suis assez surpris quand vous dites que l'ensemble du cycle de vie comment dirais-je, le calcul de l'impact environnemental et climatique des choix n'ait pas été fait sur l'ensemble du cycle de vie du produit ça n'a pas été fait de manière aussi globale. Normalement, ce sont des choses qui ont été prises en compte. Qui va intervenir? Non. Alors, quelqu'un veut compléter ou passer à une autre question? Oui, juste devant. Oui, bonsoir. Non, c'est une autre question. C'était pour féliciter, parce qu'on est toujours à incriminer, mais féliciter pour l'adoption de la FIR, maintenant il y a quelque temps, condition sine qua non pour qu'on puisse atteindre les objectifs de réduction des émissions en 2030. La FIR qui prévoit donc des stations... de recharge de véhicules électriques ou hydrogène. Mais maintenant, la main est aux États membres.
et quels sont les moyens qu'a l'Europe de s'assurer que les États membres vont mettre en œuvre les bonnes stratégies, la bonne coordination aussi, les bons moyens pour qu'en temps et en heure, on ait des réseaux suffisants qui soient déployés, parce que sinon, on est en train de mettre les constructeurs de camions au pied du mur sans avoir les moyens d'y arriver. La procédure d'infraction, hein, l'AFIR, c'est une directive, donc elle impose un certain nombre de résultats aux États membres, ils l'ont tous adopté, et au moment où elle doit être transposée, si elle ne l'est pas, eh bien, des procédures d'infraction seront initiées contre les États concernés. Peut-être une dernière question ou deux? Il n'y a pas de questions, je ne vois pas toute la salle. Non? Est-ce que parmi les... Alors moi j'aurais une dernière question pour vous, Jean-Louis, décidément, vous êtes ce soir, aujourd'hui. Je voulais savoir un petit peu le calendrier, les travaux donc, à venir de la commission transport à Tran. Bon, on va rediscuter, je pense, de la directive transposition donc de la poids et dimension. Là, ça y est, ça reprend, je crois, la vie à Bruxelles un petit peu depuis peu de temps. Oui, alors, comme je vous l'avais dit, le Parlement européen avait déjà, comment dirais-je, s'était déjà accordé sur une première lecture sur la directive poids et dimension, mais comme il y a eu changement, donc un nouveau Parlement, il fallait, hein, c'est une obligation juridique, qu'il confirme cette première lecture, ce qu'ils viennent de faire. Donc, ils viennent de confirmer la première lecture. Ceci étant, les négociations entre le Conseil et le Parlement pour parvenir à un texte conjoint ne commenceront pas avant que le Conseil, lui aussi, ait adopté sa première lecture, qu'on appelle une approche générale, hein, dans le jargon bruxellois. Donc, tant que le Conseil n'adopte pas cette approche générale, alors les discussions entre le Conseil et le Parlement ne peuvent pas commencer. Et tant qu'il n'y a pas de discussion entre le Conseil et le Parlement, il ne peut pas y avoir d'adoption. Alors, ce que l'on espère, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas d'adoption d'une approche générale sous présidence hongroise. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, ça ne sera pas le cas. Mais on espère en revanche que les Polonais, hein, qui ont une flotte de camions très importante, hein, et qui devraient donc être intéressés par cette directive, la remettent sur le tapis, si je puis dire, et peut-être que l'on parvienne à une approche générale pendant la présidence polonaise. Alors la présidence polonaise, c'est du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. Si on arrive à une approche générale sous présidence polonaise, alors les négociations avec le Parlement reprendront dès que possible, donc probablement la deuxième moitié de 2025. Et vous me confirmez donc qu'il n'y aura pas de révision, en tout cas une discussion des objectifs CO2 poids lourds. On parlait d'une date en mars prochain. Non, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'avant l'entrée en fonction de la nouvelle commission, il n'y aura aucun changement quel qu'il soit, et que si des changements sont apportés, de nouvelles propositions, des nuances, des modifications, etc., ça sera fait par le nouveau collège qui, normalement, doit prendre ses fonctions à partir du 1er décembre. 1er décembre, d'accord. On retient la date en tout cas. Jean-Louis Colson, merci infiniment de la part de la FFC. Merci infiniment d'être prêté au jeu des questions-réponses en tout cas. Merci à vous. Et continuez à, allez, je le dis, supporter le secteur, parce que je sais que vous êtes... Ah, vous avez disparu. En tout cas, vous êtes là, je pense. Voilà, vous êtes encore là. De supporter, en tout cas de porter la filière, puisque vous connaissez le monde du secteur du transport routier et également du véhicule industriel depuis des années. Un mot de fin, peut-être, Atina? Alors, attendez, je vais vous donner... Vous prenez le micro de Damien. Voilà, il va vous... D'abord, merci pour cette invitation. C'est très important de se retrouver, d'avoir ces rendez-vous ponctuels. L'année prochaine, dans un autre contexte, mais ici, à nouveau à Lyon, au moment où tous les secteurs parlent et se coordonnent. Je suis très confiante pour les secteurs, pour l'avenir du secteur et pour la transition qu'on a entamée
on va aller au bout. Merci. Damien, un peu moins confiant? Au vu des réponses que j'ai eues, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on commence à faire du lobbying, parce que sinon, rien ne va bouger. Direction Bruxelles. Et Florence, je ne vais pas vous dire que je suis hyper confiante. On va s'adapter. Nous, c'est notre métier, en fait. Mais on va avoir encore beaucoup de travail, je pense, sur les textes à venir. On en a eu beaucoup. Et il faut vraiment, c'est un travail, il faut se battre tout le temps pour essayer de faire porter un peu les sujets. Et c'est vrai que ça déroule assez vite. Même si les calendriers sont longs, les textes, ils s'enchaînent, en fait. Et donc là, on parle de la partie transport, mais il y a la partie fiscalité qui va arriver aussi. Voilà. Donc, très vite, ça, on a un horizon qui est semé d'embûches, qu'elles soient fiscales, réglementaires ou économiques. Voilà. Encore un grand merci à Jean-Louis Colson et à bientôt, Jean-Louis. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. À Solutrans l'année prochaine à Lyon. Voilà, tout à fait. Et toutes mes excuses d'être intervenu comme ça de manière online en quelque sorte. J'ai eu votre invitation trop tard pour pouvoir me rendre à Lyon, mais toujours à votre disposition et à la disposition de quelques personnes que ce soit dans la salle à Bruxelles pour une réunion ou des discussions. Merci beaucoup en tout cas. C'est noté, merci. Merci Jean-Louis Colson. Et merci à vous aussi en tout cas de votre présence. Alors Atina faisait le lien avec celui